Bienvenue dans le labo d'Hippocrate. Je m'appelle Léo, je suis médecin en fin de formation. Chaque semaine, nous explorons votre santé et le fonctionnement de votre corps avec des conseils à appliquer au quotidien. Pour cela, nous utilisons la science, les études, mais aussi l'intervention d'une multitude d'experts. J'espère que vous êtes prêts à obtenir la santé que vous méritez. On est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Jean Caron, médecin du travail depuis plus de 8 ans et suivi par plus de 11 000 personnes sur le réseau LinkedIn. Nous verrons l'impact du travail sur votre santé, comment prévenir les risques de sédentarité, d'épuisement professionnel et bien d'autres avec des conseils pratiques et applicables au quotidien. C'est parti pour le podcast du jour avec le docteur Jean Caron. Bonjour docteur Caron. Bonjour Léo. Bienvenue sur le labo d'Hippocrate. Comme à mon habitude, je vais te demander de te présenter un petit peu pour t'introduire sur ce sujet. Alors moi je m'appelle Jean Caron, je suis médecin du travail et pour le coup passionné de mon métier. C'est souvent, bon je vais pas m'éterniser, mais c'est souvent une question qu'on peut me poser, c'est est-ce que c'était un choix? Ça c'est le grand classique, est-ce que c'est un choix d'avoir fait médecine du travail? Alors en ce qui me concerne, carrément. Enfin c'est vraiment un choix et pour le coup que je regrette absolument pas. Et en fait, pendant mon cursus de médecine initiale là, des 6 ans de tronc commun, je me posais beaucoup de questions et j'avais du mal vraiment à choisir ma spécialité. Et c'est vraiment quelque chose qui est arrivé sur la fin. Donc c'est arrivé à quelques mois de passer le concours de l'internat. J'ai rencontré un interne en médecine du travail qui m'a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Et pour le coup, ça a été un déclic. En fait, ça a été un déclic parce que sans le savoir, parce que finalement, on est peu emmené vers, surtout dans notre cursus, peu emmené vers les conditions de travail, vers faire attention à son équilibre, etc. Enfin, ça, je pense que tu es d'accord avec moi. Et donc ça, c'était un vrai déclic parce qu'en tout cas, quand j'observais les conditions de travail à l'hôpital, on va dire l'état de santé des internes avec qui je travaillais quand j'étais externe, forcément, je me posais des questions. Donc en tout cas, ça a été complètement logique pour moi d'aller sur l'aspect plutôt prévention, d'aller essayer de m'occuper des conditions de travail et de prendre soin des gens de cette manière-là. Et pour le coup, il y a un des freins qui semble réel pour certaines personnes. Il y en a qui vont pas vers cette voie parce qu'ils veulent prescrire, parce que c'est important pour eux cet aspect-là. Et pour le coup, pour moi, c'était pas du tout un aspect important. Je suis complètement détaché de l'aspect prescription, donc j'ai eu aucun problème par rapport à ça. Voilà, donc il y a eu un déclic vraiment assez tardif par rapport à ça, et donc je me suis engagé dans la spécialité qui dure 4 ans. Donc ça, c'est quelque chose que ne savent pas trop les gens, donc c'est vrai que souvent on a des questions aussi par rapport à ça. C'est une vraie spécialité et ça dure 4 ans. Voilà, donc une spécialité hyper variée, hyper intéressante, qui évolue parce qu'en fait il y a des risques émergents. C'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, on le voit bien avec les risques psychosociaux, avec pas mal de choses. Le monde du travail évolue et donc nous, notre métier évolue avec ces nouvelles expositions et ces nouveaux risques professionnels. Donc voilà. Pour faire simple, mon métier, c'est du coup pas de soigner les gens, en tout cas de les orienter correctement en fonction de ce qui peut se passer. Et plutôt, mais c'est un peu caricatural, mais plutôt de soigner le travail. Donc de faire en sorte que le travail euh, ne dégrade pas la santé des gens. Donc c'est plutôt cet aspect-là qu'on suit, enfin, on va dire c'est cette logique-là qu'on suit en prévention en santé au travail. Et après, donc j'ai commencé ma carrière dans l'industrie sur des risques professionnels différents de ce que j'ai maintenant. Donc maintenant, depuis quelques années, je suis médecin du travail au ministère des Finances, donc dans le service de médecine de prévention du ministère des Finances, avec des métiers plutôt varié parce qu'en fait, il y a évidemment beaucoup de postes administratifs au niveau des finances publiques, au niveau de l'INSEE, donc ce sont des statisticiens qui font les études qui sont souvent publiées au niveau national. Il y a aussi les métiers de la douane. Les douaniers sont rattachés aux finances et ce sont des métiers très spécifiques avec des horaires atypiques, le port de l'arme, risque d'agression. Et puis aussi d'autres métiers, les agents de laboratoire. Enfin voilà, il y a quand même une variété dans les expositions des agents que je suis. Voilà, pour faire une présentation simple, je ne sais pas si tu as des premières questions par Ok, rapport à et ça. en plus de ça, tu es présent aussi un petit peu sur les réseaux. Oui, mais alors depuis très peu. Depuis très peu, je suis présent. Donc c'est venu bon très tard parce que pour le coup, je suis pas spécialement attiré par les réseaux sociaux personnellement. Et en fait, je me suis aperçu avec certaines personnes qui communiquent, des cardiologues, d'autres spécialités, que finalement ils arrivaient à passer des messages importants et qu'il y avait une attente finalement des gens par rapport à ça, par rapport à des messages accessibles facilement et de personnes qui ont un regard très spécifique et d'expert sur le sujet. Donc j'ai essayé et puis finalement comme ça fonctionne plutôt bien en fait, voilà, pour l'instant je continue et c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, alors que voilà, je débute un petit peu dans le domaine, hein. En tout cas, ça a Voilà. plutôt très bien marché depuis que tu t'es lancé. Et justement, Bah sur les merci. réseaux, un de tes sujets phares qu'on voit assez souvent apparaître, ça va être la sédentarité, Mmh. qui est
pour le coup, je pense, un des gros problèmes de société actuelle, mais encore plus un des problèmes au travail. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le sujet? Oui, alors la sédentarité, c'est un sujet, pareil, où j'ai eu un déclic assez tard. Je trouve que c'est un risque professionnel qu'on n'a pas vu venir, parce qu'il est enfin, c'est très connoté individuel, c'est très responsabilité individuelle. On va dire, c'est une des premières choses qu'on peut entendre. C'est quand même, c'est aux gens de bouger, c'est aux gens de ne pas être inactifs. Donc, c'est quelque chose, on va dire, qu'on n'a pas vu venir en termes de risque. Et finalement, en fait, si on assiste à une conférence du professeur Carré, qui est cardiologue, que je me suis un petit peu aperçu des dégâts qui sont en train de pointer leur nez, enfin qui sont déjà d'actualité, et finalement avec des conséquences sur la santé des gens qui vont être crescendo. Ça va être de pire en pire. Et en fait, c'est en parallèle d'une évolution de la société en général, y compris au travail. Donc les gens passent de plus en plus de temps assis, et en tout cas avec une faible dépense énergétique. Et voilà, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire dans le monde du travail, parce que mine de rien, les gens passent beaucoup de temps au travail. Et voilà, c'est finalement un risque qui n'est pas pris en charge depuis très longtemps et sur lequel on n'a pas eu tant que ça de réflexion jusque-là, pour être tout à fait honnête. Et qu'est-ce qu'être Donc voilà, sédentaire ouais. alors? Alors être sédentaire, enfin d'une manière générale, la sédentarité, on pourrait en discuter aussi, qui est vraiment à dissocier de l'inactivité physique. La sédentarité, en tout cas la définition, elle est très claire, c'est le temps qu'on passe sur une journée en cumulé, éveillé, assis ou alors debout, avec une dépense énergétique qui est soit égale à la dépense énergétique de base, de repos, soit légèrement supérieure. On va dire où il n'y a pas un grand changement. Et au final, la sédentarité, c'est pas on l'est ou on l'est pas. Enfin, en tout cas, ma vision, c'est honnête. Enfin, on est quasiment tous sédentaires au final, et on l'est plus ou moins. Il y a très peu de gens, il y a que 5% de la population qui a des bonnes habitudes en termes de sédentarité et en termes d'activité physique. Donc 95% des gens, soit sont inactifs physiquement, ça veut dire qu'ils font pas assez d'activité physique modérée à élevée, enfin, avec un seuil de 30 minutes par jour, soit ils sont trop sédentaires. Et si on devait fixer un seuil, en tout cas, c'est quoi être sédentaire au travail? Parce que des fois, on me pose la question, pareil, il n'y a pas de seuil officiel, mais je dirais qu'en tout cas, à partir de 6-7 heures assis ou sans bouger, on peut vraiment parler de sédentarité qui a des effets importants sur la santé. Et quels sont ces effets justement un petit peu sur la santé, si on peut faire une petite liste? Oui, et alors sur les effets, ça c'est une notion qui est importante aussi à dire par rapport à l'inactivité physique, c'est que la sédentarité et l'inactivité physique, ce sont des risques indépendants. Ça veut dire que on peut être sportif, on peut être un vrai sportif très performant et être sédentaire. C'est là que c'est un petit peu que c'est dommage, mais par contre c'est la réalité, c'est qu'on peut être assis toute la semaine et faire des matchs de tennis le week-end et être du coup sédentaire et être à risque sur le plan de la santé. Et au niveau des risques, en tout cas, il y a un risque pour moi, qui frappe beaucoup, je trouve, c'est que quand on est assis 6 à 7 heures par jour, comparé à quelqu'un qui est assis moins de 2-3 heures, et ben, le risque de cancer est doublé. Donc on voit qu'il y a une relation qui est forte entre ce risque-là et puis le risque de cancer, donc qui est un des risques, hein. Les autres risques, c'est les maladies cardiovasculaires, les cancers, donc comme j'ai dit, du poumon, les cancers du côlon, le diabète, l'anxiété, la dépression, parce qu'en fait, les études montrent que le fait d'être actif physiquement, en fait, et de ne pas être sédentaire, a un effet protecteur sur tout ce qui est mental. Risque de TMS aussi, en fait, les troubles musculo-squelettiques peuvent être aggravés par la sédentarité. Et du coup, en tout cas, pareil, un autre chiffre que je trouve qui est marquant, du professeur Carré, qui est cardiologue, qui nous dit qu'en fait 66% des enfants en surpoids entre 6 ans et 11 ans, ils feront un infarctus avant 30 ans. Donc 2 tiers de ces enfants-là auront un infarctus à 30 ans. Et donc moi, en tant que médecin du travail, je peux pas y faire grand-chose. Par contre, mine de rien, c'est des futurs malades chroniques, c'est des futurs travailleurs, et donc ça nous préoccupe d'une manière ou d'une autre. Et donc, tôt ou tard, de toute façon, on doit mettre en place ce qu'il faut au travail pour accueillir les gens qui auront des maladies chroniques et prévenir au maximum la survenue des maladies. T'as Et fait un donc, point clairement, en de, tout cas, la meilleure solution par rapport à ce problème-là, c'est la prévention. T'as fait un point de différence importante hein, entre le fait d'être sédentaire et le fait de faire de l'activité physique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette différence-là entre faire du sport et on peut quand même être sédentaire?
Alors, la différence, bah oui, parce qu'en fait, on parle pas de la même chose. La sédentarité, on a dit que c'est un risque qui est cumulé et en fait qui dépend d'une dépense énergétique. Et le sport, en fait, ça va pas du tout déclencher. Enfin, et d'ailleurs, quand on parle d'activité physique, souvent on confond avec le sport. En fait, il faut parler d'activité physique tout court. On parle pas non plus du même niveau de dépense. En fait, quand on parle d'activité physique, on parle de quelque chose qui est plutôt de modéré. Il n'y a pas besoin d'être très actif physiquement pour pas être sédentaire finalement. Ok, c'est plutôt clair. Et Enfin, je sais pas si c'est clair en fait, hein. C'est vrai que c'est des concepts qui sont pas si simples. si, c'est des concepts qui sont un peu complexes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment que vous pouvez être sédentaire, même si vous faites du sport le soir pendant 30 minutes, vraiment du sport à haute intensité, vous restez quand même sédentaire toute la journée, et 6-7 heures, ça arrive quand même très vite, et vous aurez malheureusement Oui. à peu près les mêmes risques que n'importe quelle personne qui est sédentaire, même si celle-ci ne fait pas de sport le soir pendant 30 minutes. Et c'est là que le bas blesse en fait. Je trouve que c'est pas une bonne nouvelle Mm, pour beaucoup de complètement. gens. Et Parce qu'en fait, c'est très dur de concilier. On a des modes de vie qui se sédentarisent vraiment et qui, voilà, c'est une évolution de la société avec une digitalisation, avec beaucoup d'écrans, de numérisation. Je trouve qu'on arrive à un stade où c'est pas simple du tout de pas être sédentaire. on avait une discussion précédemment et tu m'avais parlé d'un chiffre que j'avais trouvé pour le coup très marquant. C'était combien d'activités il fallait faire le soir en rentrant du travail si on était resté 10 heures assis. Ouais. Et ben du coup, en fait, c'est quelque chose qui va vous faire transpirer. Il faudrait faire 2h30 d'activité physique pour annuler les effets d'avoir passé tant de temps assis. Ouais, c'est Et si on a passé tant de temps assis, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps à accorder pour autre chose, donc c'est évident que les 2h30 de sport ne seront pas faits quotidiennement. Et puis là, pour le coup, c'est un risque de blessure. Je pense que d'office, on sait que c'est une contradiction, que ça n'irait pas. et Donc la quand on se rend prévention, finalement, de se débrouiller pour pas passer ces 10 heures assises, elles sont bien plus efficaces que d'essayer de compenser tout ce qu'on passe assis. complètement. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la sédentarité au travail? Alors au travail, d'une manière globale, en fait, il y a des choses assez simples, mais là qui rejoignent un peu le mode de vie. En fait, c'est là pour le coup, c'est des habitudes qu'on devrait tous essayer de reprendre et on devrait se méfier de pas partir dans un autre extrême. C'est tout bête, hein, mais c'est de marcher dès qu'on peut. C'est de pas utiliser la voiture pour des petits trajets, de pas utiliser les transports en commun pour des petits trajets, utiliser les escaliers au lieu des ascenseurs. Donc ça, c'est des choses toutes bêtes, mais finalement que peu de gens font. Et après au travail, c'est les mêmes parce que c'est du mode de vie qui concerne tous les lieux. Et après, au niveau du travail, c'est au niveau de l'organisation du travail, en fait. C'est une problématique que l'employeur peut débloquer, en fait, dans quel matériel il met à disposition et comment il organise le travail. Donc, de mon point de vue, au travail, c'est de réfléchir, en fait, avant de se rendre compte qu'on est sédentaire, comment on pourrait faire pour que les gens soient un peu actifs et alternent les différentes postures. Donc, en tout cas, ce qui est important à mettre en place, ça va être les pauses, que les gens puissent faire des pauses régulièrement. C'est ça va être le moment de dégourdir les jambes, d'aller discuter avec des collègues, d'aller à la machine à café. Il y a quelque chose, un phénomène qui, qui commence à se faire un peu en France, on n'est pas en avance, mais qui s'appelle les réunions en marchant. Enfin, c'est quelque chose d'évident, en fait, Ok. d'évident, mais qu'on doit conceptualiser et qui s'appelle donc les réunions marchands. Et bien, c'est une mode un peu aux États-Unis, ça s'appelle les walking meetings. On met des noms sur des choses simples, mais parce que finalement, on en est à un stade où on doit réfléchir comment on fait pour passer moins de principes. Donc il y a ces réunions en marchand, enfin moi je trouve que c'est une super idée. Après, ça se prête pas à toutes les réunions. Faut pas être en trop gros comité. Il faut pas que ce soit des réunions où il y a des PowerPoint à passer avec des choses très techniques ou des prises de notes. C'est plutôt pour des petites réunions de cohésion d'équipe, de brainstorming pour trouver des idées, et plutôt des réunions courtes en fait. Mais rien que ça, ce serait déjà pas mal. Et après, il y a des mobiliers qui peuvent se retrouver de plus en plus, en fait, des mobiliers qu'on peut installer. Donc, par exemple, pour les gens qui travaillent sur écran et qui restent beaucoup de temps assis, il y a des pédaliers de bureau, il y a ce qu'on appelle les vélos bureaux. Pareil, pas forcément compatible avec tout type de tâches, mais ça peut être une très bonne idée pour les visioconférences, pour assister à des formations e-learning, des choses comme ça. Et sinon, autre idée, ça peut être les salles de pause. Ça peut être des salles de pause actives où il y a de quoi se bouger un petit peu, se détendre, s'échauffer. Voilà des idées comme ça. Il y en a sûrement d'autres. Mais pas mal de solutions au final, mais qui nécessitent d'être mises en place par l'employeur la plupart du temps, quoi. Je vous coupe quelques secondes pour vous dire que si vous souhaitez contester certaines choses qui ont été dites durant l'épisode, suivez le lien en description pour déposer vos réclamations avec étude à l'appui. Je ferai un épisode bonus regroupant toutes les mises à jour, tous les 4 podcasts. On peut reprendre. Oui, il faut au moins, on va dire, que l'employeur ait conscience
du risque et soient d'accord avec le concept parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de freins. On a toujours peur de l'accident de travail, donc en fait, c'est vrai qu'il ne s'agit pas de se précipiter sur n'importe quoi non plus comme matériel et de le faire n'importe comment. Ce sont quand même il y a des enjeux derrière de responsabilité, et donc voilà, il faut que ce soit réfléchi et accompagné correctement. Et on peut se poser la question, du coup, comme on a de grands risques à être statique, à être sédentaire au travail, on peut se dire, Mhm. est-ce que c'est pas plus risqué maintenant d'avoir un travail sédentaire que d'avoir un travail physique type ouvrier du bâtiment ou des choses comme ça? Oui, ouais, je comprends la question et en fait, là, on se planterait complètement de dire ça, et c'est pas pour rien qu'en fait, finalement, on se focalise dessus, c'est que parce que c'est un risque qui est moins flagrant, qui est plus sournois, en fait, qui a moins d'effets à court terme. C'est ce qui fait qu'on commence à s'en préoccuper. Mais il faudrait pas retourner, la tendance en disant que c'est, les métiers du bâtiment et que les ouvriers dans l'industrie ont beaucoup moins de risques professionnels. Ça, ce serait complètement faux. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui participe à expliquer ça, c'est qu'en fait, il y a une notion qui est importante dans le fait de faire de l'activité physique, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est qu'en fait, il y a la notion de plaisir. Qu'est-ce qui fait que c'est bon pour la santé? C'est qu'en fait, ça libère des hormones, ça libère des choses qui sont bonnes, on se fait du bien, et en fait, c'est indissociable. Parce qu'en fait, sinon, donc oui, enfin, on va dire, en tout cas, on observe par exemple que les déménageurs ou les ouvriers dans le bâtiment, ils font plus d'infarctus que les sédentaires. Donc si on suivait la logique de il faut de l'activité physique, alors, ça devrait pas se passer comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a l'autre facteur qui est important, qui est quand même la notion de plaisir, ce qui n'est pas tout le temps le cas au travail. On va sur du travail prescrit, sous contrainte, avec du stress, avec d'autres facteurs, d'autres risques qui peuvent se cumuler. Donc voilà pourquoi, en fait, on pourrait pas dire que les travaux physiques et les travaux manuels sont moins à risque, certainement pas. Et puis, il y a des risques d'accident, des risques de maladies professionnelles, finalement beaucoup plus évidents même que pour le travail sur écran. Complètement. Et puis on voit même au niveau de l'espérance de vie, au final, on sait très bien qu'avoir un travail ouvrier ou travailler dans le bâtiment, malheureusement, diminue l'espérance de vie par rapport aux autres populations plus avec des travaux de bureau, par exemple. Ouais, exactement. On parle beaucoup là de mouvement, de travail physique ou sédentaire, mais il y a autre chose qui commence à monter un petit peu au devant de la scène quand on parle de santé au travail, c'est ce qu'on peut appeler l'épidémie de burn-out. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition à peu près euh, synthétique du burn-out et voir un petit peu qu'est-ce qu'en est la cause et pourquoi ça augmente tant? Alors, ça, je trouve que c'est un des sujets les plus complexes à aborder simplement, parce que après ça, tu peux peut-être des fois le voir en consultation. Le problème du terme burn-out, c'est un problème qui s'est fait, qu'on s'est approprié, et en fait dans lequel des fois on met un peu tout. Moi, je pense qu'en tout cas, avant de parler du burn-out, il faudrait qu'on parle d'un sujet encore plus global qu'on appelle la souffrance au travail. Le mal-être au travail, le fait de se sentir mal dans sa situation de travail. Et en fait, dans cette grande catégorie de symptômes, il y a entre autres le burn-out. Et en fait, finalement, il y a des fois des gens qui ont vécu quelque chose, enfin du harcèlement, quelque chose de soudain, de ponctuel, et on va dire qu'ils vont se sentir mal, qui peuvent mettre, enfin on va dire penser qu'ils sont dans la case burn-out, alors que c'est pas forcément le cas. Et puis la prise en charge n'est pas la même. Donc en tout cas, moi, j'observe en tout cas une épidémie vraiment de souffrance au travail. C'est quelque chose qui ne fait qu'augmenter. Et donc ça, c'est d'une manière générale. Et avec, de toute façon, le phénomène du burn-out et qu'on va expliquer, qui augmente en même temps, avec quand même une dégradation des conditions de travail qu'on peut observer depuis quelques temps. Il y a une intensification du travail. La tendance, mais bon, qui n'est pas nouvelle, qui est de faire plus avec moins. La France est un pays très productif, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser des fois et des remarques qu'on peut voir dans les réseaux sociaux. On est un pays très productif. En France, les gens travaillent bien, travaillent beaucoup, et finalement sur une durée qui est contrainte, qui est très contrainte. On n'est pas comme au Japon où on travaille 70 heures par semaine. En France, on est sur du 35 heures, mais par contre, ça n'empêche que ça produit un pays très productif. Et alors la souffrance au travail, d'une manière générale, c'est pour avoir là, c'est comme ça, dans une définition ultra large, c'est un état prolongé de douleur physique ou morale, ou toute forme de détresse psychologique liée à l'environnement de travail. Comme ça, c'est très simple. On va mal. On va mal à cause du travail. Enfin, en partie en tout cas. Dans ces situations de travail, il y a différentes autres catégories, sous-catégories de ce qui peut se développer. On peut avoir des troubles anxieux, on peut développer de l'anxiété, faire des crises d'angoisse, et ça qui peuvent être très simples à comprendre par rapport à un fait aigu, un fait grave qu'on a pu vivre, quelque chose de violent. Il y a les troubles dépressifs et le burn-out. Et après, il y a encore d'autres choses, hein. L'idée après, c'est pas de compliquer le
on va dire l'explication. Mais voilà, il y a le burn-out qui est finalement autre chose que la dépression, qui est autre chose que l'anxiété. La prévalence, en tout cas des études qui montrent que par rapport à la souffrance psychique, ça a doublé entre 2007 et 2019. Après, pour chiffrer l'épidémie de burn-out, parce que pour le coup qui est réelle, et là j'aurais du mal à dire en fait. Je me prononcerai pas sur un nombre de personnes qui sont touchées, parce que ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on entend par burn-out en fait. Et il y a beaucoup d'études qui sont sur du déclaratif. Ça suffit pas de demander aux gens est-ce que vous pensez être en burn-out, enfin d'un point de vue scientifique. Et donc en fait en réalité c'est très dur à évaluer, surtout qu'il n'y a pas de tableau de maladie professionnelle pour ça. Donc c'est pas comme pour le trouble musculo-squelettique où on est carré, on pourrait dire il y a tant de maladies professionnelles. Pour le burn-out, on peut pas. C'est possible de déclarer un burn-out en maladie professionnelle en passant par une autre case qui n'est pas dans les tableaux, mais qui est plus compliquée et on va dire qui n'est qu'une partie infime, là pour le coup sûrement de la réalité, quoi. Et une fois qu'on a dit ça, en tout cas là, si on veut parler spécifiquement du burn-out, c'est un peu le burn-out, la définition, on va dire que c'est un épuisement qui est sur 3 plans, qui est physique. Donc souvent, c'est des gens qui sont vidés, ils n'ont plus d'énergie, il n'y a plus rien. Ils se sentent brûlés de l'intérieur. Et en fait, le terme, il est très clair, hein. Burn-out, ça veut dire se consumer de l'intérieur. Donc c'est des gens, ils sont cramés en quelque sorte. Épuisement émotionnel. Donc en fait, ça c'est un terme qui est important, hyper important, parce qu'en fait, le burn-out touche des gens qui sont très investis dans leur travail. C'est des gens qui se sont engagés personnellement dans le travail. Donc il y a un épuisement de ce côté-là, un épuisement émotionnel et mental. Donc en fait, il peut y avoir après des conséquences cognitives, des problèmes de mémoire, des problèmes d'attention, des choses comme ça. Pareil, la chose importante qui fait que, enfin qui va être pour caractériser un burn-out, c'est que c'est causé par un stress prolongé. Donc ça, c'est quand même une variable importante. Il faut qu'il y ait un stress prolongé et qu'il soit intense. Et donc prolongé, ça veut dire quelques mois, quelques années. Voilà. Donc finalement, en tout cas, le burn-out, c'est important de savoir que ça touche des gens qui sont en général très investis sur le plan émotionnel dans leur travail. Il y a des métiers qui prédisposent. On en fait partie, hein, les métiers du soin, les métiers d'aide à la personne, l'enseignement. Il y a des métiers qui prédisposent. Par contre, tous les métiers peuvent être touchés. Tout dépend de l'investissement que va mettre la personne aussi dans son travail. Voilà. Et alors, ce qui est important à comprendre aussi dans le burn-out, c'est que contrairement, il y a des gens qui disent que c'est des gens qui sont faibles psychologiquement, qui sont en burn-out, et en fait pas du tout, au contraire. En général, c'est plutôt des gens qui ont refoulé des émotions pendant un moment et qui ont été des grands travailleurs pendant un long moment, qui finissent en burn-out, parce qu'en fait, c'est pas vraiment un mécanisme mental qui va se mettre en place, un mécanisme psychique, plutôt un mécanisme physiologique. C'est une vraie usure, c'est un épuisement en fait. Donc c'est le corps qui en peut plus. Donc c'est pas tout à fait le même processus que d'autres pathologies psychiques. Voilà. Ah oui, alors ça je m'étais noté. Là, c'est une anecdote intéressante pour savoir de quoi on parle. Parce qu'en fait, en France, ça c'est quelque chose qui arrive très peu, mais au Japon, donc j'en parlais tout à l'heure, il y a une culture du travail qui est différente. On n'a pas du tout la même culture. Les gens travaillent beaucoup. Et une semaine normale au Japon, si je dis pas bêtise, c'est facilement 70 heures, pour l'équivalent de nos 35 heures. À vérifier. Et on va dire que c'est un pays où on travaille beaucoup. Et là-bas, il y a un phénomène qu'on appelle le karoshi. Donc ça, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais Non. c'est ce qu'on appelle la mort par surmenage. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. En fait, si on va trop loin dans le surménage, en fait, tout simplement, on peut mourir. Donc, en fait, au Japon, il y a des gens, ils meurent au travail. Ils sont assis sur leur chaise, ils meurent. Ils étaient en train de faire quelque chose et ils meurent d'épuisement. Tellement ils ont épuisé leur batterie et qu'ils sont allés trop loin. Et on appelle ça le karoshi. Et ça, c'est un phénomène de société ultra inquiétant là-bas, pour le coup. Ok. Je ne Voilà, sais c'est pas une du mort tout. subite. Le cœur s'arrête, les gens font un AVC. Et ça, heureusement, c'est pas des choses qu'on a trop en France, quoi. Non, non, heureusement, en effet. Mais c'est vrai que cette notion de se consommer de l'intérieur et d'épuisement sur le long terme, elle est aussi importante à comprendre, parce que quand on est dans des vraies situations de burn-out, c'est des personnes qui mettent énormément de temps aussi à récupérer derrière et à pouvoir retourner au travail normalement. Ouais. Malheureusement, une fois qu'on a atteint cette situation-là, c'est quand même assez douloureux et ça traîne assez longtemps. Quand on en arrive à ce stade, la reprise du travail, ouais, elle prend énormément de temps et puis en général, elle est très compliquée. Si on arrive au stade d'épuisement total, ça peut durer des années. Et puis en fait, des fois, des gens qui reprennent pas le travail, en tout cas où ils travaillaient, parce que ça leur est impossible. Ça a été beaucoup trop lent. Donc, Et, et et- après, en fait, c'est vrai que ça, j'ai pas trop développé, mais en fait, on parlait du fait qu'il faut être exposé à un stress prolongé. Et en fait, dans les facteurs de stress, il y a différentes choses, parce que tu me demandais aussi au niveau des causes pourquoi on se retrouve dans cette situation. Et dans les facteurs de risque, de stress que peuvent ressentir les gens au travail, il y a tout ce qui est surcharge de travail. Ça, c'est on va dire, un facteur évident.
C'est le facteur le plus évident. Il y a eu trop de travail à faire, une pression temporelle trop élevée. Le fait de ne pas pouvoir vraiment avoir une maîtrise sur son travail, d'avoir peu de contrôle, ça c'est quelque chose qui peut être source de stress. Le manque de reconnaissance, le fait de ne pas être récompensé à sa juste valeur, ça c'est quelque chose qui peut être source de stress chronique. Et d'autres choses. L'idée c'est pas de faire toute la liste, mais voilà, ce sont des exemples de facteurs de stress. Et en fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il y a aussi, on parle souvent des facteurs de stress, et on remonte souvent ce qui ne va pas. Par contre, il y a des choses très protectrices au travail qui fait que les gens travaillent, que les gens aiment travailler. Il y a des choses très importantes qui peuvent être des ressources. Le sens du travail, faire un métier qui est chouette, qu'on aime, et c'est souvent le cas justement des gens qui sont dans le soin, par exemple. Donc voilà, qu'on appelle le sens du travail, ça c'est quelque chose d'important. Le soutien social, de ne pas être isolé, de pouvoir discuter avec les collègues, de pouvoir se confier quand il y a des problèmes. Et justement, la reconnaissance est aussi quelque chose quand elle existe, quand ce n'est pas du manque de reconnaissance, mais qu'on se sent reconnu dans ce qu'on fait, que ce soit par ses collègues, que ce soit par sa hiérarchie, bah ça c'est quelque chose de protecteur. Et pour moi, en tout cas, ce qui peut se passer, c'est qu'en tout cas le stress, en tout cas, va être perturbateur et va être néfaste quand justement il y aura un trop grand déséquilibre entre ce qui protège et ce qui nuit. En sachant qu'il y a toujours un peu des deux. Ça n'existe pas vraiment une situation où il y a que du protecteur et une situation où il y a que du négatif. Par contre, voilà, le stress, c'est un peu une équation entre ces deux choses-là. C'est une balance. Et en fait, qu'on n'arrive pas et qu'on n'a plus les moyens de rééquilibrer cette balance, et ben en fait, c'est là que ça devient pathogène. Que les C'est là qu'il y a gens des craquent symptômes qui complètement, apparaissent. quoi. Voilà, c'est ça. Et si on essaie de rentrer dans le pratico-pratique, là, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent, je me reconnais dans quelques petits symptômes, comment elles peuvent réellement savoir si elles sont proches de l'épuisement, et pas forcément du burn-out, mais vraiment proches de l'épuisement déjà, et qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour limiter ça ou essayer de stopper justement ce côté où je me consume pendant assez longtemps. Ouais, bah en fait, au début, en tout cas, il y a des signes précurseurs, et souvent les gens vont les minimiser. Donc ça, c'est souvent des phases où c'est très dur de se rendre compte. Donc c'est déjà très dur de se rendre compte au début, et finalement, plus ça va aller, plus ça va être difficile parce que les gens souvent vont un peu se replier et s'arranger pour qu'on les embête pas trop avec ce sujet-là. Donc c'est pour ça qu'il faut s'en occuper dès le début. Ce qui est important, c'est clairement de se confier autour de soi. En fait, s'il y a des difficultés, en fait, c'est important d'avoir un entourage, d'en parler à sa famille, d'en parler à son médecin généraliste, d'en parler à son médecin du travail. Parce que là, en fait, d'expérience, quand les gens nous en parlent, en fait, ils sont déjà quand même à un stade non négligeable. Et souvent, quand on leur explique, ils ont un recul et ils disent ah quand même. Et parce qu'ils se rendent pas compte. Pendant très longtemps, on ne se rend pas compte que ça pose un problème. Et au bout d'un moment, on peut se rendre compte que ça pose un problème, mais on est dedans. On est dedans, on ne sait plus comment réagir, on s'épuise et ça devient un cercle vicieux. Ouais, voilà, d'où l'intérêt d'agir de manière précoce. Et le seul moyen de s'en sortir, je pense, ou sauf d'être déjà passé par là et de très bien se connaître et de connaître ces facteurs-là, c'est de ne pas être isolé en fait, et de se confier régulièrement sur ce qu'on peut vivre émotionnellement. Et au travail, on peut justement demander à voir une psychologue, demander à voir quelqu'un spécialisé au travail pour ça. Oui, en fait, au travail, enfin pas toujours, en fait, il y a pas toujours quelqu'un de spécialisé au travail, ça va dépendre de si on est dans une grande entreprise, ou une plus petite entreprise. Mais en tout cas, tout le monde a un médecin du travail, donc tout le monde peut demander, s'il se sent en difficulté et qu'il a des questions, qu'il se pose des questions, qu'il voudrait savoir comment il pourrait faire pour que ça se passe mieux. Tout le monde peut demander à voir son médecin du travail. Donc ça, c'est un des leviers qui est important, et toute entreprise, du régime général, on va dire, souscrit à un service de prévention et de santé au travail, comme on les appelle. Donc en fait, il faut demander à rencontrer son médecin du travail dans ces cas-là. D'accord. Et c'est une demande qui peut être faite parce que je pense que beaucoup de personnes aussi ne parlent pas de cet état d'épuisement ou de pré-burnout en se disant oui, je vais passer pour un faible, on va me juger tout ça. On Ah peut oui, ça faire c'est. cette demande aussi tout en étant euh, pas anonyme, mais sans que la hiérarchie le sache. Oui, ça c'est possible. Tout à fait. Donc en fait, on appelle ça une visite spontanée. Et pour le coup, c'est pas du tout quelque chose qui peut être reproché à une personne. En fait, c'est tout à fait un droit. En fait, on peut se rapprocher sans que la hiérarchie soit au courant de son service de santé au travail. Donc Ok. ça, c'est une possibilité. Donc c'est vraiment un des points très importants, Ouais, je pense, quand on parle de ouais, burn-out. il y a ce point-là, tout à fait. Et en fait, après, au niveau du travail, tout dépend des relations qu'on a avec son manager, son encadrement. C'est important aussi, hein, mine de rien,
Si on peut pas, bah, c'est comme ça et puis il faut aller voir le médecin du travail. Mais si on peut, si on a des relations qui le permettent, en fait, c'est de se confier à ses managers, à son encadrement, en expliquant carte sur table. En fait, il y a ça qui devient compliqué parce que parfois, s'ils n'en ont pas conscience, ils peuvent pas tirer la sonnette d'alarme avec leur propre hiérarchie pour faire quelque chose. Il y a des fois, il y a des situations où en fait, on découvre d'un coup qu'il y a rien qui allait. Parce qu'il n'y Parce avait pas que de communication. Donc les temps d'échange au travail entre managers et employés est hyper important. c'est pas tout le temps lié à. C'est vrai, quand on a cette image du burn-out, on peut penser que oui, c'est à cause des managers qui sont toxiques, du patron qui en demande trop. C'est pas tout le temps relié à ça. Non, non, pas tout le temps. Donc pareil, très difficile de donner une proportion, mais en tout cas pas tout le temps. Il y a des situations où c'est qu'on n'a pas pensé le travail pour que ça n'arrive pas. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qu'il faut prendre dès le début quand on fait l'évaluation des risques dans une entreprise. C'est d'intégrer des mécanismes de remontée des difficultés, de faire attention à la reconnaissance qu'on donne à ses employés, voilà ce genre de choses, de faire attention à ce que la charge de travail elle corresponde bien aux effectifs, que de faire en sorte que les gens ne puissent pas être surchargés en fait. De veiller à la reconnaissance, ce sont des leviers et par contre pour le coup dont seul l'employeur a les manettes. Et on parle d'intégrer de nouvelles choses, ça me fait penser aussi au fait d'intégrer un peu de nouvelles habitudes dans la vie du travailleur, dans la vie de l'employé. Il y a quelque chose sur lequel tu as fait pas mal de publications ces derniers temps, c'est la sieste. Je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait presque intégrer partout? Pourquoi pas rendre obligatoire? C'est quoi les bienfaits au final de tout ça? Alors rendre obligatoire ça je sais pas, en fait il y a des pays qui le font. Et j'ai plus le pays en tête, mais il y a un pays qui en fait qui l'a dans la loi. En fait, ses employés doivent, en tout cas, je crois que c'est en Chine. Et donc la Chine qui n'est pas forcément, en fait, C'est ça. là le risque, c'est que c'est un pays qui n'est pas forcément à suivre en termes de conditions de travail. Donc en fait, l'idée, elle est chouette, mais je suis pas sûr qu'elle soit pour les bonnes raisons. Mais par contre, dans l'idée, en fait, c'est des choses qui sont possibles. Ça veut dire qu'on peut mettre des choses comme ça importantes dans la prévention, dans des textes de loi. Donc pourquoi pas, il y a ce levier-là. Et moi, en tout cas, je serais assez pour que ce soit pas interdit. De faire la sieste au travail, mais par contre, il faut que ce soit encadré. C'est vrai il faudrait pas non plus que ça se fasse dans n'importe quelle condition. Mais oui, ce serait déjà une très très belle avancée si, quand on en a besoin, et pas forcément tous les jours, mais en tout cas que ce soit pas interdit et que ce soit pas stigmatisé, et que les gens n'aient pas honte de devoir se reposer quelques minutes parce qu'ils en ont besoin. Et du coup, c'est un peu bizarre comme question, mais comment on fait une bonne sieste au final? Pour éviter de partir pendant 3-4 heures, mais quand même se sentir Ouais. reposé en à peine 20 minutes. En fait, pour moi, il y a 3 grands types de siestes. Donc il y a et c'est vrai que j'ai communiqué il y a pas longtemps dessus. Il y a la sieste flash, qu'on appelle aussi la sieste de Salvatore Dali, parce qu'en fait, il avait une technique spéciale que je peux expliquer. En fait, lui, il se reposait dans son siège, il tenait un stylo ou un truc métallique, enfin un stylo, ouais, ou en tout cas quelque chose de métallique, et il mettait quelque chose au sol qui fait que quand il perdait un petit peu sa vigilance, ses doigts se relâchaient et en fait le stylo tombait sur l'objet métallique. Et donc il était réveillé par le bruit. Et donc ça permettait de faire une sieste qui était juste un micro-endormissement, mais qui était suffisante pour récupérer un petit peu d'attention et un petit peu de vigilance. Donc ça c'est quelque chose donc on appelle ça la sieste flash. Par contre elle compense pas la dette. Si on a on va dire une dette chronique qui s'est installée au fur et à mesure des semaines, ça va pas suffire en tout cas à compenser cette dette de sommeil. Et ça, pour le coup, il y a beaucoup de gens qui sont concernés parce que ça, c'est quelque chose qui concerne 3 Français sur 10. Il y a 3 Français sur 10 qui dorment moins de 6 heures par nuit en semaine de travail. Donc ça fait une dette de sommeil colossale par rapport aux besoins physiologiques des gens. Et la moyenne est en dessous de 7 heures. La moyenne de sommeil elle ne fait que baisser d'année en année depuis de nombreuses années. De toute façon, pareil, d'une manière globale, les gens sont très endettés sur le plan du sommeil. Donc la sieste flash ne peut ne pas suffire. Et dans ce cas-là, il y a l'autre sieste qui est un peu plus classique, qui peut durer entre 10 et 20 minutes. Et là, pour le coup, c'est préférable de la faire allongée, ou alors en position demi-assise. Mais là, ça va se rapprocher d'un vrai sommeil. Et moi, le conseil que je donne en général pour pas, on va dire pas se tromper, parce qu'il y a des gens qui pourraient ne pas se réveiller, c'est de mettre un minuteur. Et en fonction de la fatigue qu'on a, en fonction de notre temps d'endormissement habituel, donc ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à connaître. Personnellement, quand ça m'arrive de le faire, par exemple, je mets 20 minutes parce que je sais que je mets 5-10 minutes à m'endormir. Après, ça veut dire que j'aurai environ une dizaine de minutes de sommeil. Voilà, et ça, c'est un type de sieste qui est un peu plus efficace que la précédente.
Donc là, on récupère plus de vigilance, plus d'attention. Donc ceux qui font cette sieste-là, en général, sont bien reboostés. Et ensuite, la sieste longue, donc là, pour le coup, qui correspond à un cycle de sommeil entier, que ça dure 1h30, qui est forcément beaucoup plus difficile à faire dans le cadre du travail. Par contre, c'est un type de sieste intéressante, pareil qu'on a accumulé énormément de fatigue, plutôt que de faire 20 minutes le week-end ou alors un autre moment. Là, de faire un vrai cycle entier, ça peut être quelque chose qui compense là pour le coup. Et ne serait-ce que juste la sieste de 20 minutes, au final, ceux qui n'ont jamais fait, je conseille d'essayer. Vous allez voir qu'il y a une deuxième journée qui commence dès le milieu de l'après-midi et c'est vraiment, vraiment top. Ouais, c'est vraiment bien. Par contre, c'est vrai qu'on là, on prend le temps d'expliquer les durées et comment le faire, parce qu'en fait, c'est très important de ne pas dépasser 20 ou 30 minutes, parce que là, on peut vraiment se réveiller dans le brouillard, dans le gaz. Et souvent, en fait, c'est ce qui décourage les gens de le refaire, en fait. C'est souvent des gens qui ont fait un peu trop longtemps, qui ont fait 40-45 minutes, euh, et qui ont atteint un sommeil beaucoup plus profond. Et là, quand on a atteint un niveau de sommeil profond, le réveil, il est franchement difficile. Ouais, se réveiller au milieu d'un cycle, c'est vraiment, vraiment très désagréable. Pour le coup, ça vous flingue le reste de la Ouais, journée la plupart du temps. c'est ça. Et là, on regrette vraiment d'avoir fait la sieste. Donc voilà. On parle sommeil. Je pense qu'on peut pas aborder le sommeil de journée et la sieste sans aussi parler du travail de nuit, qui, on le sait, touche, je sais plus trop les statistiques, mais quand même pas mal de personnes. C'est quoi vraiment les risques sur la santé du travail de nuit au final? Ouais, alors les risques du travail de nuit, pareil, là je vais me permettre d'élargir encore le sujet parce qu'en fait on parle beaucoup du travail de nuit, c'est quelque chose qui est connu. Il y a beaucoup de gens qui sont exposés, comme tu dis, il y a plusieurs millions de travailleurs exposés au travail de nuit en France. Et en fait, le travail de nuit n'est qu'une partie de ce qu'on appelle d'une manière plus globale le travail en horaire atypique. Donc ça, c'est un terme un peu technique, mais en fait, le travail, on va dire, quand on parle d'un travail standard, ça va être 5 jours hebdomadaires sur une amplitude de 8 heures, entre 7 heures et 20 heures, avec une pause déjeuner le midi. Ça va être c'est ce qu'on appelle le travail en horaire standard. Et le travail en horaire atypique, c'est tout le reste. Et du coup, finalement, ça englobe plein de types d'organisations horaires différentes. Il y a justement, entre autres, le travail de nuit, il y a le travail posté. Donc là, c'est le fait d'alterner des matins, des après-midi, des semaines du matin, des semaines des après-midi, des semaines de nuit. Donc ça, on appelle ça du travail posté, qui concerne également beaucoup de gens. Et le fait de travailler les jours fériés, les week-ends, le travail flexible, donc là, il n'y a pas vraiment d'horaire et c'est quelque chose d'encore plus complexe. Il y a le travail en astreinte, des journées fragmentées comme dans la restauration, où là il y a des beaucoup plus longues pauses. On a travaillé très tôt, on a travaillé très tard. Et donc finalement, le travail de nuit n'est pas toujours le mode qui a le plus de conséquences. Mais par contre, d'une manière globale, le travail en horaire atypique a des conséquences sur la santé. Et alors, au niveau des conséquences, ça va être principalement, en tout cas, une perturbation du sommeil. Donc ça va être des insomnies, une somnolence, donc en fait on somnole plus sur le travail, donc avec un risque d'accident. Et ça, c'est des conséquences qui sont surtout liées à une dette de sommeil qui va s'accumuler parce que c'est beaucoup plus compliqué de dormir le temps. Ça dérègle un petit peu en fait le fonctionnement. Il y a cette dette de sommeil et il y a aussi une désynchronisation circadienne. Donc là, c'est un terme un peu compliqué pour dire qu'on a tous une horloge biologique et quand cette horloge, elle n'est pas en accord avec l'extérieur et notamment la lumière, là, ça peut vraiment dérégler les mécanismes physiologiques en fait. Donc ces deux choses cumulées, c'est ce qui explique en fait les effets qu'on peut avoir sur du long terme à cause des horaires atypiques. Donc là, j'ai parlé de tout ce qui était somnolence, sommeil, le syndrome métabolique. Donc ça, c'est un regroupement de facteurs de risque cardiovasculaires, pour faire simple. Donc ça veut dire qu'en fait, au bout d'un moment, on a plus de risques d'avoir des soucis cardiaques du type infarctus ou AVC. En tout cas, si on n'a pas réussi à compenser ces horaires-là. Et avec aussi des effets sur l'anxiété, la dépression. Les gens qui sont exposés en général ont plus de risques de faire de l'anxiété ou de la dépression. Un risque de diabète, maladie cardiovasculaire, le cancer également. Voilà, au niveau des conséquences. Et c'est vrai que je parlais de la somnolence, donc avec le risque d'accident. C'est un sujet qui est sérieux parce que la plupart des grandes catastrophes industrielles mondiales, elles ont eu lieu la nuit. En général, sur ce qu'on appelle des erreurs humaines, mais ça, je dis vraiment entre guillemets, parce qu'en fait, on ne peut pas remettre la cause sur les travailleurs qui étaient concernés. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est une nouvelle fois l'organisation du travail qui a permis qu'ils soient dans cette situation-là. Il y a eu une défaillance technique, il y a eu des choses qui sont produites. Par contre, il y a eu une réaction en chaîne qui a été décidée par l'homme, mais qui était trop fatigué, trop somnolent, qui n'était pas la bonne. Donc on ne peut pas dire que c'est une erreur humaine, enfin moi en tout cas je dis pas ça, mais c'est en tout cas souvent des choses qui sont produites la nuit.
et dans des situations où les gens n'étaient pas au top de leur vigilance. Il y a le cas de Tchernobyl où il y a eu des erreurs de décision. Donc ça, c'était l'incident nucléaire en Ukraine. L'enquête a montré que c'est pas les bonnes décisions qui ont été prises par rapport à une erreur initiale. Voilà, ça c'est un exemple. Il y a d'autres exemples dans l'histoire industrielle en fait. Même autre que l'histoire industrielle, hein, on le sait très bien à l'hôpital que voilà, quand vous venez à 3-4 Oui, heures du matin aux urgences et vous tombez sur un médecin qui est en train de travailler depuis 8 heures le matin, malheureusement, vous êtes plus à risque de subir une erreur médicale que si vous venez au milieu de la journée, hein. alors oui, malheureusement, c'est vrai que, enfin, faut oser le lire en fait, hein. Faut oser le lire. Moi, je Complètement, me ouais. souviens que quand je faisais une garde de 24 heures, je me le disais en plus, hein, je me le disais. Bah, j'espère que, enfin, quand j'arrivais à la fin, j'espère que j'ai pas quelque chose qui va être compliqué et où il faudra que j'ai tous mes neurones, parce que je suis pas sûr que ça ira quoi. Je crois hein, sur les estimations, après une garde de 24 heures, c'est comme si on conduisait avec, je dirais, 0,6 grammes d'alcool dans le sang. Si je dis pas de C'est bêtises, même à partir de 12 heures en fait. C'est même à partir de 12 heures. 12 heures. Si je dis pas de bêtises. Alors, en fait, à partir de 12 heures, donc c'est pour ça que pareil, il y a une tendance à l'hôpital de faire des postes de 12 heures. Et en fait, les études qu'il y a sur le sujet montrent que même, donc déjà à partir de 12 heures, il y a des effets. Et c'est comme si on roulait après avoir bu de l'alcool, Hmm. d'un point de vue Ouais. vigilance. S'il y a des personnes qui travaillent de nuit ou qui ont des horaires atypiques qui nous écoutent, est-ce que tu as des conseils un peu pratico-pratiques pour eux qu'ils peuvent faire avant d'aller sur leur poste de travail et après pour limiter justement l'impact de ce travail-là? Et en fait, c'est vrai qu'il y a des choses, on peut limiter le risque au niveau de l'employeur. Là, ta question, elle parle au niveau du travailleur. Et au niveau du travailleur, je trouve il y a deux points hyper importants. Ça va être l'hygiène du sommeil et l'hygiène alimentaire. Moi, je trouve que c'est un peu les deux piliers. En tout cas, c'est là-dessus que je passe le plus de messages. Ça va être de respecter ses besoins en sommeil. Donc là, je vais commencer par l'hygiène de sommeil, hein. C'est d'apprendre à connaître ses besoins. Ça, c'est un apprentissage. En fait, il n'y a pas tant que ça de gens qui connaissent vraiment de combien de temps de sommeil ils ont besoin pour être en forme, qui savent mettre en place ce qu'il faut pour s'endormir facilement et qui ont vraiment une bonne notion de l'importance du sommeil. Donc, d'une manière globale, c'est important de savoir que même si on travaille sur différents types de postes, c'est d'avoir des heures de coucher et de lever plutôt, plutôt superposables, en sachant que le plus important va être toujours l'heure de lever. L'heure de coucher, il y a des gens des fois qui peuvent se forcer à se coucher parce qu'il faut absolument dormir tant d'heures et sinon ils ont peur de ne pas être en forme, ce qui va être sûrement le cas. Mais par contre, ça va être quelque chose d'aggravant de se forcer à se coucher. Donc un des premiers conseils que je peux donner peut-être, c'est si vous n'avez pas sommeil, n'allez pas au lit. Ça peut être un peu perturbant parce qu'on se dit bah mince, là il y a du temps qui passe et je vais pas avoir beaucoup de sommeil. Sauf que le fait de se forcer à essayer de dormir, ça va être pire. Ça va être pire, ça va réduire le temps passé à dormir. Donc ça, c'est peut-être le premier conseil, un des conseils les plus importants, je trouve, par exemple, en fait, avant de prendre un poste du matin. Donc souvent, les gens doivent se lever très tôt. Et donc forcément, dans l'idéal, il faut se coucher quand même très tôt. Et, euh, et s'il n'y a pas de sommeil, je pense il vaut mieux pas essayer et il faut essayer de se mettre plutôt dans des bonnes conditions pour faire venir le sommeil. Et alors là, au niveau des bonnes conditions, en fait, il y a des choses toutes bêtes. Il y a des petits rituels qu'on peut mettre en place. Moi, des fois, je parle de la tisane, de la lecture. Il y a des activités qui sont quand même calmantes, voire soporifiques. Personnellement, si je bouquine un bouquin à partir d'une certaine heure, je sais que je vais pas tenir longtemps. Donc, à chacun de connaître ce qui va amener le sommeil. Donc ça, c'est des rituels à trouver et qui sont importants parce qu'en fait, en général, après, l'organisme, il fait un peu une relation entre ce qu'on est en train de faire et donc ça veut dire que c'est bientôt le moment de dormir et donc en général, les mécanismes se mettent en place. Dans les choses qui sont moins intuitives, je trouve que pour dormir en fait bien, il faut se réveiller bien. Donc en fait, l'éveil de qualité est important. C'est important de ne pas rester dans le sombre, c'est important de vite aller à la lumière et de s'activer, en fait, de prendre le temps de se réveiller correctement avant de prendre la route. Voilà, parce qu'en fait, en tout cas, c'est prouvé que meilleur est l'éveil. Donc là, ça veut dire que l'horloge se synchronise, l'horloge biologique. Et ben en fait, finalement, donc il y a le compte à rebours qui va commencer dès le moment du réveil par rapport au futur sommeil. Donc ce compte à rebours, il est important qu'il se lance au bon moment. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'en général, il faut un éveil de qualité pour dormir correctement. Voilà, et dans les choses qu'il va falloir éviter, donc typiquement pareil, quelqu'un qui doit se lever tôt, ça va être d'éviter les excitants, les repas trop copieux, l'alcool, clairement, le sport, l'activité physique trop tôt en fait, enfin trop tard, on va dire moins d'une heure avant de se coucher, c'est pas une bonne idée. Les écrans, une calamité, donc ça c'est vrai que c'est de plus en plus présent. Tout ce qui est vraiment
à éviter. La nuit, en fait, c'est pareil, ça peut être un piège. Je déconseille les radios réveil, par exemple. Les radios réveil là, qui mettent l'heure. Donc, en cas d'insomnie, si on se réveille, et ben en fait, pareil, c'est quelque chose qui peut amener de l'angoisse. En fait, ça peut activer des pensées anxiogènes, comme on dit. Et en fait, clairement, on peut rester bloqué là-dessus en se disant, il faut absolument que je me rendors, et on voit l'heure passer. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout bête, qui est plutôt à éviter en fait au final. Le radio réveil avec le gros chiffre qui montre l'heure. Et pendant la nuit, en fait, on en a déjà un petit peu parlé hein, de quand on dit qu'il faut pas se forcer à aller se coucher. Pareil, si on se réveille la nuit, ça peut arriver. Si ça fait un moment, ça fait 15-20 minutes qu'on est réveillé et qu'on tourne en rond dans le lit, bah là, clairement, c'est de se lever. Aller se mettre dans une autre pièce, dans un endroit calme, et faire enfin, pas faire une activité qui réveille, hein, mais voilà, rester calme et en fait, attendre que le sommeil revienne et ensuite retourner se coucher. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est pas du tout intuitif. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que c'est plutôt ça qu'il faudrait faire. Mais c'est vrai que c'est complètement contre-intuitif. On a vite fait de rester dans le lit et puis de fermer les yeux et d'essayer de se forcer à dormir. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, c'est vrai qu'à la base, tu me posais la question sur le poste du matin et le poste de nuit, en fait, hein, à quel moment il faudrait dormir. Et en fait, ce qui est conseillé, c'est quand on travaille en horaire décalé et que, par exemple, si on travaille le matin, ce qui est conseillé, donc, parce que la durée de sommeil, elle va forcément être moins longue qu'un sommeil classique parce qu'on s'est réveillé très tôt, c'est de faire une sieste en retour de poste. Donc une petite sieste de 15-20 minutes retour du poste après, enfin du poste du matin. Et en cas de poste de nuit, moi ce que je conseille, c'est de faire une sieste avant de prendre le poste. Donc en fait, avant le dîner, donc souvent les gens dînent chez eux avant d'aller travailler de nuit, c'est de faire une petite sieste avant ce dîner-là. Voilà. Et dans l'idéal, si jamais l'employeur le permet, c'est de faire une sieste pendant le poste de nuit. Et la prise Ouais. d'excitants type café, thé, conseillé, déconseillé? Ah bah déconseillé. En fait, tout dépend. Avant de dormir ou pendant le poste? Pendant ton poste de nuit, par exemple, si tu travailles la Ah, nuit. pendant le poste de nuit, plutôt conseillé quand même. En fait, plutôt conseillé en début de poste. Par contre, sans être dans des excès. Parce que pareil, ça va forcément compliquer après le futur sommeil en fait, le sommeil d'après. Mais moi, je conseille plutôt s'il y a besoin. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Mais par contre, c'est pas une mauvaise chose. Et donc, par contre, plutôt en début de poste pour que la journée commence bien. Et c'est vrai que là, je parlais beaucoup du sommeil, mais pour moi, il y a l'autre pilier qui est important, qui est au niveau de l'alimentation, et qui est pour le coup aussi, qui est vraiment négligé. Parce que les horaires atypiques, ça aide pas à s'organiser correctement, à manger sainement, que ce soit pendant le poste ou que ce soit en dehors. Donc en fait, il y a, il y a un concept en tout cas qu'il faut essayer de respecter, qui est qu'on ait des prises de repas plutôt identiques d'une journée à l'autre, que ce soit au niveau du déjeuner ou au niveau du dîner. Et en fait, au niveau de cette... donc ça, c'est toute une organisation à prévoir. Des fois, le déjeuner va tomber pendant qu'on est chez soi, des fois, il va tomber au travail. Le dîner va tomber pendant qu'on est chez soi ou pendant qu'on est au travail. Mais l'idée, c'est de manger chez soi ou au travail en fonction de cette heure-là de dîner. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais ça va être important parce que ça va aider aussi à synchroniser l'horloge biologique. Ne pas oublier de boire, en fait, c'est hyper important de boire régulièrement. Tant qu'on parle de l'alimentation, en fait, il y a ce qu'on appelle des collations. Les collations, elles sont importantes quand on travaille de nuit, par exemple, mais il ne faut pas que ce soit des gros repas. Donc, en fait, une collation, il va falloir éviter tout ce qui est les barres énergétiques, des choses comme ça, tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est viennoiserie, ça, c'est plutôt des produits à éviter. Et en fait, clairement, une bonne collation, ça va être un fruit, plutôt des laitages, et des sandwichs très légers, plutôt type poulet avec des crudités, des choses comme ça, barres de céréales. Ça va plutôt être des meilleures collations. Elles vont aider à mieux tenir sur une plus grande durée. Et globalement, en tout cas, au travail, c'est de prendre le temps de manger pareil correctement. Et ça, il faut que l'employeur le permette. C'est de prendre le temps de manger, d'ailleurs, dans une vraie salle de pause pour couper un petit peu du travail et pas entre deux tâches en moins de 5 minutes. C'est important de prendre le temps de bien manger. C'est marrant parce que avec tous ces conseils-là, je mets ça en perspective avec ce qu'on fait à l'hôpital et on fait absolument tout l'inverse. Donc, je prends des notes pour les futurs gardes. D'un point de vue, donc là on parle d'un point de vue employé, et c'est vrai que en préparant un peu ce sujet, je me suis fait une remarque en me disant, est-ce que au final la santé des employés c'est pas plutôt un problème du patron? Est-ce que c'est pas à lui d'en prendre soin pour une perspective de, bon, j'aime pas trop dire ça, mais performance, parce qu'au final plus les employés sont en bonne santé, plus ils sont performants, et aussi un objectif de bien-être global de l'entreprise. J'interromps rapidement l'épisode. Si le podcast vous plaît, prenez quelques secondes pour vous abonner et laissez 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Ça nous aide beaucoup et nous permet d'avoir des invités toujours plus passionnants. Merci encore, on peut reprendre. Et en fait, je vais juste rajouter que
c'est évidemment un problème d'employeur, mais par contre, pas que, quoi, clairement pas que. Parce qu'en fait, le rôle de l'employeur, ça va être de favoriser que justement l'employé puisse s'organiser par rapport à sa santé, qu'il puisse avoir des bons rythmes. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez large, mais je trouve que le rôle de l'employeur va vraiment être de faire ce qu'il peut pour avoir le moins de conséquences sur le sommeil, pour avoir le moins de conséquences possibles sur l'alimentation, sur la sédentarité, sur ces aspects-là. Mais par contre, évidemment qu'il y a une responsabilité aussi individuelle et que la responsabilité de l'employeur ne va pas suffire. Mais par contre, c'est important d'en avoir conscience et je pense que la plupart des patrons en ont conscience que c'est important. Enfin, qu'un employé en bonne santé est bien plus productif et travaillera plus longtemps que l'inverse, hein. Et quelles sont les Donc, obligations légales d'un patron justement oui, pour ça? en fait, c'est pas pour rien que le suivi de santé au travail, il est pour le coup à la charge de l'employeur. Donc en fait, les obligations du patron, c'est d'instaurer un suivi et donc de payer le service de prévention et de santé au travail pour suivre ses salariés. Donc ça, c'est sa responsabilité. Et d'une manière plus globale, en fait, en santé et en sécurité, parce que ça, c'est quelque chose qui rejoint la sécurité aussi, l'employeur, en fait, il doit éviter les risques. Donc ça, c'est l'idéal. Et par contre, la plupart du temps, on ne peut pas éviter complètement le risque ou éviter tous les risques. Et dans ce cas-là, il doit faire ce qu'il peut pour les minimiser, pour les réduire au maximum. Et donc, ça peut passer par des mesures de prévention collective, des équipements de protection individuelle, un changement dans l'organisation du travail. Donc ça, c'est une des obligations qu'il a. Et on appelle ça l'obligation de sécurité de moyens renforcés. Donc en fait, il y a différents types de responsabilités dans la jurisprudence. Il y a l'obligation de moyens, l'obligation de résultats, et là c'est quelque chose qui est un peu entre les deux. Donc l'obligation de moyens renforcés, ça veut dire que si jamais un jour il y a un problème, il devra prouver qu'il a fait un peu ce qu'il pouvait pour que ça n'arrive pas. Donc c'est plus que l'obligation de moyens. Ça veut dire que derrière il y a une démarche en fait où l'employeur doit apporter des preuves comme quoi il a fait ce qu'il fallait. Voilà ce que je peux dire en termes de responsabilité. Ok, c'est plutôt très clair et puis ça permet Et- un peu de remettre aussi les points sur les i, je pense, pour certains. Oui, et du coup, par exemple, si c'était qu'une responsabilité employeur, on serait sur, pour le coup, une obligation de résultat. Et comme on sait que ça ne peut pas dépendre que des patrons, voilà pourquoi la jurisprudence a statué sur ce type de responsabilité. C'est plutôt, En tout plutôt cas, ce logique. type de moyens à mettre en œuvre, quoi. Et là, justement, ça permet de transitionner. On parle des employeurs. On a parlé beaucoup des employés avant. C'est un peu une question que je me pose. C'est est-ce que les employeurs, et on peut rentrer dedans aussi les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, artisans, tout ça, est-ce qu'on a un peu des statistiques sur est-ce qu'ils prennent soin de leur santé? Est-ce qu'ils sont aussi à risque que les employés? Est-ce qu'on a des news un peu sur ça? Alors, on n'a pas tant que ça en tout cas, je trouve que c'est assez difficile de trouver des informations très claires sur le sujet. En tout cas, on sait que les dirigeants, on sait que les cadres supérieurs sont plutôt en bonne santé parce qu'en fait, leur espérance de vie elle est plus élevée que les autres catégories de professionnels. Donc, on peut avoir une idée que globalement, ils sont en meilleure santé. Et ça s'explique de différentes manières. Par contre, il y a quand même une tendance. Il y a en tout cas une évolution du monde du travail. Et puis, il y a eu la crise Covid qui est passée par là. Et en fait, ce que montrent les dernières études par rapport à ça, c'est que par contre, clairement, la santé en a pris un coup et les risques ont évolué. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, donc il y a beaucoup de dirigeants ou d'entrepreneurs qui sont dans des situations vraiment de stress intense parce qu'il a fallu récupérer la société. Il y avait un risque que tout s'effondre. Donc ça a généré quand même beaucoup de stress. Et d'une manière générale, par contre, ce qu'on sait de manière certaine, c'est dans les différents questionnaires, c'est que les dirigeants et les entrepreneurs, ils sont soumis à un stress élevé, très intense. Donc après, de mon expérience, ce que je peux dire aussi, c'est moi je pense qu'ils sont moins suivis, parce qu'en fait, en général, on connaît un peu la démographie médicale, ça touche là pour le coup toutes les spécialités, et il n'y a pas assez de médecins pour faire toutes les visites, donc je pense que la plupart des employeurs, en tout cas, privilégient les travailleurs et ceux qui sont exposés à des risques très, très évidents dans l'organisation de ces visites-là, et je pense en tendance à se faire passer un petit peu après. Donc je pense qu'il y a cette tendance-là. Et c'est vrai que c'est dur d'être beaucoup plus précis que ça, quoi. Alors par contre, il y a un fait qui est intéressant, parce que, par contre, comme tout le monde, enfin, il y a un taux élevé hein, pour le coup de burn-out chez les dirigeants et chez les entrepreneurs, ça c'est un fait. Il y a quelque chose il y a eu un changement dans la loi en 2021. En fait, avant, c'était pas très clair dans la loi, est-ce que les patrons, est-ce que les PDG devaient être suivis?
pour nous, en tout cas, c'était plutôt une évidence, mais par contre, c'était quelque chose qui pouvait prêter à interprétation dans la loi. Et en 2021, en fait, les choses ont été clarifiées. Et en fait, on parle, dans les textes de travailleurs indépendants, on parle de chefs d'entreprise, donc ils font partie des effectifs à suivre systématiquement en visite médicale, en fait, en prévention. Donc ça, c'est un fait qui est important, et je pense qu'il devrait aider à améliorer le suivi des dirigeants, parce qu'à mon avis, avant, ça dépendait de leur sensibilité au sujet. Est-ce que pour eux, c'est important la prévention? Ça dépendait aussi peut-être des initiatives en local, de ce que faisait le service de prévention. Voilà, ça dépendait de pas mal de choses. Et maintenant, c'est un petit peu plus clair depuis 2021. D'accord. Et j'ai une petite question. Est-ce que ces visites-là, que ce soit pour employeurs, employés, elles sont obligatoires? On doit en faire forcément une par an, une tous les 2 ans? Alors là, pour le coup, la périodicité, ça va être difficile de faire une synthèse, mais la périodicité, en fait, elle va dépendre des risques. Elle va dépendre des risques professionnels, de l'état de santé de la personne, est-ce qu'elle a un handicap, et dans tous les cas, elle ne peut pas excéder 5 ans. Donc en fait, quelle que soit la personne, on va dire qu'il y a un point de santé qui est fait. Et par contre, il y a différents types de visites. Il y a une visite d'embauche pour l'aptitude, il y a une visite d'information et de prévention qui peut être faite par le médecin ou par l'infirmière. Et ça va dépendre du type de poste, en fait. La périodicité qui va suivre sera de maximum 5 ans et parfois sera de 2 ans, 3 ans. Donc pour ça, il faut se renseigner auprès de son employeur ou du médecin du travail pour savoir. Ouais, tout à fait. Et alors après, il y a d'autres types de visites enfin, globalement, tu me demandais aussi par rapport aux visites obligatoires. Oui, oui. C'est ça? Visite Et en obligatoire et fait, après les visites que tu peux demander aussi. oui, c'est ça. Et en fait, dans les visites obligatoires, il y a les visites de reprise. Et pareil, il y a des critères. Ça va dépendre de la durée de l'arrêt et du type d'arrêt. Donc, par exemple, la visite de reprise est obligatoire après un congé maternité. Ça va être obligatoire après une maladie, enfin, un arrêt pour maladie professionnelle, quelle que soit la durée. Pour un accident de travail au-dessus de 30 jours. Et après, pour on va dire une maladie qui n'est pas professionnelle ou alors un accident qui est domestique, là, c'est un délai de 60 jours. Là, je te parle dans le régime général d'ailleurs. C'est pour ça que c'est dur d'être très précis sur le sujet, parce qu'après, tu as la fonction publique. Et là, je t'ai dit grosso modo pour le régime général, donc plutôt le secteur privé. Ok, mais au moins ça donne une petite perspective pour les personnes qui nous écoutent de se renseigner et de savoir un peu à quoi ils ont droit. Une autre question, est-ce qu'il y a des aides pour les entreprises pour mettre en place, justement, on parlait tout à l'heure du mobilier de bureau, je sais pas, des ateliers de prévention, d'explication sur les risques professionnels, tout ça. Est-ce que l'État aide les entreprises ou c'est vraiment tout à leur charge? Non, en fait, il y a des aides qui existent. Et là, en général, ça va dépendre déjà du régime dans lequel on est. Est-ce qu'on est dans la fonction publique? Est-ce qu'on est dans le régime général? Ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Donc là, en fait, j'ai des exemples. Donc en restant dans le régime général et en fonction de la taille de l'entreprise. Donc pour les là, on parle d'aide de financement et de subventions. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, il y a ce qu'on appelle en fait une subvention qui peut aller jusqu'à 25 000 euros pour financer de la prévention sur un risque précis. Et ça peut être quelque chose qui se fait sur plusieurs risques. Il y a une enveloppe de 25 000 euros. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, surtout pour les très petites entreprises ou les PME. Qui ont pas du tout les mêmes moyens que des grosses entreprises. Et puis d'ailleurs, les grosses entreprises ont souvent un service de prévention en interne qui va piloter des actions de sensibilisation, de prévention, et qui aura des moyens pour faire des choses en interne et avec du budget qui est dédié. Donc ça, c'est un exemple. Et on parlait de l'ergonomie. Donc là, c'est un dispositif qui est tout récent, qui date de mars de cette année, et en fait qu'on appelle la subvention de prévention des risques dits ergonomiques. Donc ça va être par rapport aux postures pénibles, aux manutentions manuelles de charge et aux vibrations mécaniques. Donc par exemple les caristes, ou le fait d'utiliser un marteau-piqueur, des choses comme ça. Et alors là, il peut y avoir jusqu'à 75 000 euros de budget pour les entreprises qui ont moins de 200 salariés. Donc ça, c'est quand même quelque chose à savoir, et c'est tout nouveau. Donc absolument pas négligeable par rapport à tout ce qui est les risques ergonomiques. Et dans cette enveloppe-là, il y a des sous qui peuvent être utilisés pour faire des diagnostics ergonomiques, des formations de sensibilisation, et pour des équipements de transfert des charges, des équipements de type transpalette, des choses comme ça, du mobilier, donc des plans qui sont réglables en hauteur. C'est des choses qui peuvent passer dans ce type de financement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Ce type de financement peuvent aussi aider les petites entreprises à financer des aménagements de postes qui sont suggérés par le médecin du travail. Parce que des fois, il peut y avoir un besoin très spécifique avec quelque chose qui va être coûteux. Et donc, en fait, les petits employeurs peuvent être aidés pour mettre en place des aménagements de postes qui auraient été prescrits par le médecin du travail. Okay, donc après, pas voilà, il d'excuse, existe aussi des aides dans la fonction publique. D'accord. Donc c'est cool parce que ça permet de voir un peu que
Voilà, il n'y a pas forcément trop d'excuses pour les employeurs de ne pas tout faire du reste pour prendre soin un peu de la santé des employés. Il y a quand même des enveloppes qui sont plutôt conséquentes, hein. Il y a des fonds, en fait, il y a des fonds qui sont vraiment dédiés à ça au niveau de l'État. Ouais. Et maintenant, on a parlé un petit peu des devoirs des employeurs par rapport à ça. Et au final, les employés, eux, ils ont quel droit par rapport à leur santé au travail? Je sais qu'il y a des équipements, des aides type le temps partiel thérapeutique, toutes ces choses-là. Est-ce qu'on peut faire un petit condensé des différents droits? Ouais. En fait, le premier droit, donc, c'est du salarié, c'est d'être suivi. Et donc, ça, on en a déjà un petit peu parlé, parce qu'en fait, l'employeur, c'est dans sa responsabilité de cotiser un service de prévention et de santé au travail. Donc ça, c'est finalement parce que le salarié a le droit à un suivi en santé au travail. Et quel que soit son contrat de travail, hein, que ce soit un CDD, que ce soit un CDI, qu'il soit intérimaire, ils doivent être suivis sur le plan de la santé. Euh, et d'où cette obligation donc d'adhérer à un service de santé au travail de son choix. Dans les obligations, on avait déjà un petit peu commencé à en parler. En fait, finalement, c'est de bénéficier d'une visite d'embauche, c'est de bénéficier de visites périodiques. Et par contre, ça, on en a un petit peu moins parlé, c'est de bénéficier d'une visite si on a envie. En fait, les salariés, s'ils ont une problématique spécifique, ils peuvent demander, ils disent à leur employeur, j'ai besoin de voir le médecin du travail, et donc ils doivent prendre les mesures nécessaires pour que cette visite puisse avoir lieu. Et donc ça, c'est aussi un droit, en fait, au final. D'accord. Et sur une reprise arrêt de travail, il y a différentes choses qui sont possibles de mettre en place. Alors, une visite post-arrêt de travail, en fait, je ne sais pas si tu veux Pas parler une visite, une de la... reprise, pardon. Post-arrêt de travail, Oui. ce qu'on peut mettre en place pour quelqu'un qui reprend, pour ne pas reprendre à temps plein tout de suite. Ah bah alors en fait, oui, bah, t'as déjà commencé à en parler, il y a le temps partiel thérapeutique. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à être connu du grand public et qui se met en place, je trouve, de plus en plus souvent. Et à l'époque, ce qui n'aidait pas, c'est que c'était une procédure qui était complexe en fait à mettre en place. Et là, ils ont quand même simplifié au fur et à mesure des textes cette mise en place justement. Donc ça commence à se démocratiser un petit peu et ça commence à être bien compris. Et c'est très utile dans pas mal de maladies en fait, où il y a une transition, où justement le travail va être nécessaire pour la rééducation, va participer à la reprise de l'activité et puis à la rééducation. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc le temps partiel thérapeutique. Évidemment, par contre, il faut que l'employeur soit d'accord. Donc c'est une demande, il y a un dossier à faire. Il faut un certificat du médecin traitant, il faut que l'assurance maladie soit d'accord, il faut que l'employeur soit d'accord. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et dans les autres choses à faire, en fait, tout simplement, c'est que le médecin du travail, ça fait partie de ses missions de proposer un aménagement de poste si on a besoin. Donc, ce qui peut se mettre en place après, c'est un aménagement de poste qui peut être définitif et il peut être temporaire pour faciliter le retour en emploi et faire en sorte que la santé ne puisse pas être dégradée par rapport à quelque chose qui était problématique, qui engendrait des contraintes. Donc il y a ça. Et c'est vrai que là, on s'est un peu précipité sur la reprise. Il y a une autre visite qui est hyper importante et en fait, je trouve là pour le coup, faut en parler autour de soi, qui s'appelle la visite de pré-reprise. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent, enfin, quand ils sont en arrêt, ils ne peuvent pas venir nous voir et en fait, c'est pas du tout vrai. Ils peuvent venir nous voir en visite de pré-reprise. Donc ça, il faut que l'arrêt soit supérieur à 30 jours. Donc là, pareil, je parle dans le régime général. Et c'est une visite qui va être hyper intéressante parce qu'en fait, elle va nous permettre de faire le point. On va prendre le temps de faire le point sur la situation parce qu'en général, c'était quand même des gros problèmes de santé qui vont justifier cette visite. De voir en fait quelles sont les séquelles à l'heure actuelle, comment ça devrait évoluer, est-ce qu'il y a besoin de mettre en place un aménagement de poste. Et c'est bien plus confortable pour un employeur d'être informé en amont de la reprise de l'aménagement de poste qui permettrait que la personne reprenne dans des bonnes conditions qu'au moment de la reprise. Donc c'est pour ça qu'elle est très intéressante. Et en général, elle facilite vraiment un retour en emploi réussi quand la personne a eu quelque chose de grave et un arrêt prolongé. Ah. Il y a un autre dispositif qui est vraiment intéressant en arrêt de travail qui s'appelle l'essai encadré. Donc alors là, pour le coup, personne, il y a très peu de gens qui connaissent ça. Quand la personne pense que ça va être compliqué de reprendre le travail, mais qu'elle ne s'y résigne pas forcément, enfin en tout cas qu'elle ne se résigne pas au fait que ça va être impossible, on peut essayer de reprendre, et ça c'est un essai qui peut durer 14 jours, donc pareil, il faut un accord tripartite, médecin du travail, sécu et employeur, médecin du travail et médecin conseil, je voulais dire, employeur et médecin traitant. C'est ça. Et donc, une fois que tout le monde est d'accord, en fait, on fixe les conditions et la personne, elle reprend sur des conditions qui sont en général très confortables parce que la personne, elle est de toute façon en arrêt, donc elle va être souvent en surnombre par rapport à l'activité à réaliser. Donc, ça permet vraiment en douceur, on vient un petit peu en observateur, on essaie des choses. Et l'avantage, c'est que l'employeur, donc il n'y a pas de reprise du contrat de travail, donc la personne, s'il se passe quoi que ce soit, ce n'est pas sa responsabilité.
Et donc la personne est toujours couverte par les indemnités journalières, donc s'il y a quoi que ce soit, c'est pris en charge par la Sécu. Voilà dans ce que je peux dire sur sur les sur ce qu'on peut mettre en place en fait au retour. Ok, plutôt intéressant parce que je pense qu'il y a plein de choses. Enfin, même moi là, j'apprends encore des choses qu'on connaît pas du tout et que nous, en tant que médecins, on peut pas forcément conseiller et que ben, les patients peuvent pas venir demander non plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire Oui, avant de reprendre quoi. en général, les gens connaissent pas trop on va dire toutes les possibilités, et c'est pour ça que c'est hyper important que les médecins généralistes connaissent un peu la palette des outils qu'on a en maintien d'emploi. Et là, j'en ai oublié, hein, il y a d'autres choses. Là, pour le coup, si on n'est pas dans une optique de reprendre le travail et qu'on est en arrêt maladie, quelle que soit la durée, en fait, l'assurance maladie peut financer des formations, des bilans de compétences, pas mal de choses. Ça, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. D'expérience, un arrêt qui va durer très longtemps, où on sait à peu près que la personne ne reprendra pas son poste et que la personne n'a pas eu l'occasion de soit faire de bilan ou de se projeter sur autre chose, ça va finir en inaptitude et avec une situation très délicate pour la personne concernée, parce qu'en fait, on n'aura rien anticipé et pour le coup, ce sera au détriment de la personne. Ouais, Donc il y a des complètement. dispositifs qui existent, et alors, dès qu'il y a des questions, pour le coup, il y a des interlocuteurs au niveau soit au niveau de l'employeur, parce que les ressources humaines connaissent un petit peu, et au niveau du service de prévention et de santé au travail, ça, il faut jamais hésiter à poser des questions. Et justement, concernant ce service de santé au travail, on l'a beaucoup évoqué pendant le podcast. Maintenant, je pense qu'on peut faire un petit point sur comment on peut le contacter, qu'est-ce qu'il compose au final, à qui on va s'adresser, qui on va voir, quels sont les champs d'action, est-ce qu'il y a un secret professionnel ou pas. Ça fait beaucoup de questions, à prendre le temps de répondre à chacune. On va prendre son temps. Première question, donc pour nous contacter. Ça, je l'ai dit, tout le monde a un médecin du travail. Ça, c'est déjà important de le savoir. Il y a des gens qui ne le savent pas, hein. Ah bon, j'ai un médecin du travail. Et en fait, ça fait partie l'info, des coordonnées et de l'identité de son service de prévention et de santé au travail. Ça fait partie de l'affichage obligatoire d'une entreprise. Donc en fait, il y a forcément quelque part dans l'entreprise où c'est affiché. Et si c'est pas affiché, on le demande en fait. Dans tous les cas, c'est quelque chose d'obligatoire. Il y a un service de santé au travail qui peut être contacté. L'autre aspect, on en a déjà un petit peu parlé, c'est qu'en fait, les salariés peuvent venir vers nous à leur initiative, sans que ça puisse leur porter préjudice et que ça puisse leur être reproché. Tu me posais la question alors, de qui est composé. Alors ça, c'est variable. En fait, c'est vrai que j'ai pas pris le temps d'expliquer ça, mais il y a deux grands types de services de prévention et de santé au travail. Il y a les services autonomes et les services interentreprises. Et ça va dépendre de la taille d'une entreprise. Donc les TPE et les PME, donc moins de 500 salariés, c'est d'office un service interentreprise. Et pour les plus grandes boîtes de plus de 500 salariés, c'est pas une obligation, mais par contre, elles peuvent créer leur service autonome. Donc ça, c'est quelque chose une différence. Alors par contre, ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'entreprises de plus de 500 salariés qui sont suivies en service interentreprise. Il y en a énormément. Et donc, les effectifs vont un peu dépendre parce que c'est pas tout à fait la même manière d'animer et on n'a pas exactement les services interentreprises vont en général avoir plus de variété de métiers en fait en leur sein pour répondre à différentes problématiques, alors qu'un service autonome, il va avoir des professionnels plus spécifiques par rapport à ses besoins. Donc en tout cas, je peux faire un petit tour des principaux des principaux intervenants. Il y en a qui sont du coup systématiques. Le médecin du travail, l'infirmier en santé au travail, l'assistant médical. Donc ça, c'est des intervenants systématiques, que ce soit autonome ou interentreprise. Et après, d'autres qui sont un peu moins. Donc en tout cas, je peux commencer par le médecin du travail. D'une manière générale, c'est lui qui anime et qui pilote l'ensemble de l'équipe. Donc il y a différents types de professionnels de cette équipe, qu'on appelle une équipe pluridisciplinaire. Et le rôle du médecin, lui, a un rôle plutôt central. Et en fait, plus ça va dans l'évolution de la réglementation, plus le médecin du travail a ce rôle de coordination d'équipe. Donc voilà, ça c'est la première chose. Le médecin du travail, donc lui, l'avantage qu'il a par rapport à un médecin généraliste qui ne connaît pas forcément les conditions de travail, ou alors un médecin spécialiste de ville, c'est que lui, pour le coup, il est plus proche des conditions de travail. Donc en fait, il est pour le coup très compétent pour faire le lien entre une condition de travail ou un problème qu'il y a eu au travail et une détérioration de l'état de santé. Donc c'est finalement le seul professionnel de santé qui peut faire ce lien-là. Donc il a, on va dire, un regard important et complémentaire dans la prise en charge des gens quand il y a des maladies professionnelles ou des accidents de travail. Et bon, il a forcément la casquette de responsable du suivi de santé et de la surveillance médicale des salariés. Son rôle, c'est de vraiment s'assurer à chaque fois qu'il voit quelqu'un que les conditions de travail correspondent
et sont compatibles avec son état de santé. Ça, c'est quelque chose qui est vérifié systématiquement. Le médecin du travail, en général, ne prescrit pas de médicaments, mais il faut savoir que par contre, justement, dans les services autonomes, qui sont internes à une entreprise, il y a souvent des prises en charge des urgences, en fait. Donc les accidents de travail et puis les blessures sont gérées souvent en interne. Donc le médecin du travail et l'infirmière peuvent, en cas d'urgence, prescrire des médicaments. Donc ça, c'est ce qui peut différer un petit peu en fonction des deux. Un élément qui est assez peu connu parce que souvent on a l'image du médecin du travail qui consulte, en fait, qu'on vient voir dans son bureau et qui fait la visite médicale. Il y a un tiers de son activité qui est moins visible, qui est dédié au tiers-temps. Donc en fait, le tiers-temps, c'est venir sur place, sur le terrain, observer les conditions de travail, faire des études de poste, discuter avec les salariés, échanger avec les dirigeants et participer aux instances. Donc il y a des instances de dialogue social et donc ça fait partie de son rôle d'être conseil de l'employeur dans ces instances-là. Voilà. Un autre rôle important du médecin du travail, et c'est pour ça que c'est important quand il y a un souci de lui en parler, c'est qu'en fait il a un rôle d'alerte. Le médecin du travail, il peut, à un moment donné, quand il voit qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans la même situation ou qu'il y a un risque évident pour la santé des gens, il peut dire à un employeur, attention, là il y a vraiment quelque chose de problématique qui se passe, il faut vraiment faire absolument quelque chose avant que ce soit plus grave. Donc on appelle ça le rôle d'alerte. Voilà pour faire un petit peu une synthèse du rôle du médecin du travail. Et donc c'est vrai que c'est bien plus que juste faire des visites médicales. Et après, donc il y a l'infirmier de santé au travail, hein, qui est de plus en plus présent dans les services de santé au travail, avec un rôle qui évolue, que finalement un rôle qui est moins comme avant pour la gestion des urgences et puis pour la réalisation d'examens complémentaires, qui va de plus en plus pour le suivi des gens. Donc il participe également au suivi en santé des employés. Donc sous la responsabilité du médecin du travail, depuis quelques années, les gens maintenant ont des rendez-vous, pas forcément avec le médecin du travail, ça peut être avec l'infirmier, pour ce qu'on appelle une visite d'information et de prévention. Voilà, les infirmiers interviennent aussi sur le terrain, en collaboration avec les médecins du travail, et voilà, ils participent à pas mal de choses aussi, ils peuvent faire des actions de sensibilisation, des actions d'éducation à la santé. L'assistante médicale, secrétariat, planification des visites médicales, et ça c'est souvent l'assistante médicale qu'on va avoir au téléphone si on essaie justement de joindre le médecin du travail, donc c'est vraiment le rôle de relais entre les adhérents et puis le service. Voilà, et après plein d'autres métiers. Il y a aussi, donc là plus, et ce que j'ai dit jusque-là, c'était vraiment dans les services autonomes. Ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est plus dans des services interentreprises, donc techniciens ou ingénieurs en hygiène sécurité. Là, ça va être vraiment des experts dans ce qui est normes de sécurité sur le lieu de travail, les risques chimiques, biologiques, physiques. Donc eux, ils vont se positionner beaucoup là-dessus. Les ergonomes, ça c'est un métier qui est très intéressant, qui est très complémentaire à ce que font les médecins du travail, parce qu'ils peuvent intervenir après pour adapter le travail par rapport à des restrictions médicales qui ont pu avoir lieu. Donc en fait, il étudie les postes de travail et en fait, l'idée, c'est d'adapter un maximum le travail à l'homme. Et en fait, pas l'inverse. Ce qu'on essaie de faire en prévention, c'est de ne pas adapter l'humain et de le rendre compatible avec un travail à faire, et c'est plutôt l'inverse, d'adapter le travail à l'homme. Et donc ça, c'est vraiment le cœur de métier des ergonomes. Donc dans l'idéal, même les ergonomes interviennent au moment de la création d'un poste ou d'un service, en fait, parce que c'est là qu'on réfléchit aux différentes contraintes qu'il pourrait y avoir, en fait, et qu'on les évite. Les psychologues du travail, c'est vrai qu'on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure avec le burn-out. Le rôle du psychologue du travail, ça va être d'intervenir sur les collectifs, de faire un point sur les risques pour la santé mentale des salariés, de voir qu'est-ce qui est déterminant au niveau du travail pour générer ces troubles-là. Et donc, en fait, le but du psychologue du travail, c'est vraiment de préserver la santé mentale des travailleurs. Il y a l'assistant de service social, le toxicologue, enfin voilà, j'oublie des métiers, mais il y a une ribambelle de professionnels différents et qui sont tous très complémentaires. Chacun est très important dans le fonctionnement d'un service de santé au travail. Mais c'est important d'avoir une vue d'ensemble comme ça, et merci pour ces explications, parce que je pense que la plupart des gens voient un peu la médecine du travail comme quelque chose d'un peu barbant, et de quelqu'un qui vient un peu t'embêter sur ton lieu de travail avec des choses qui te paraissent pas importantes, mais en fait, déjà on est très content de les trouver quand on en a besoin, et en plus de ça, le champ d'action est juste immense. Et je pense que si tout le monde était un peu au courant de tout ce qu'il y avait dans la médecine du travail, ben le confort au travail et la manière de vivre son travail serait sûrement aussi un peu différent. Ouais, il y a énormément de ressources en fait, de plus en plus dans en tout cas de complémentarité dans l'aide qu'on peut apporter aux entreprises. Et ça oui, on va dire les gens n'en ont pas encore tout le temps conscience. En général, c'est comme tu disais, quand il y a besoin, ça se passe bien et puis les gens sont très contents qu'on puisse intervenir. Et par contre, on peut faire beaucoup de choses en amont en fait, en amont que les problèmes n'arrivent, quoi.
Et c'est tout le but Et du tu me podcast, posais hein, tout à l'heure la prévention. question, je crois, et tu me posais la question du secret professionnel. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai que j'ai oublié. Alors, le secret professionnel, donc ça, pour le coup, c'est pareil, c'est une question qui revient souvent. Souvent, comme le médecin du travail est salarié, donc c'est encore plus vrai dans les services autonomes en interne d'une entreprise. Souvent, les gens pensent que le médecin du travail, il peut communiquer des choses à l'employeur parce que finalement, c'est le même employeur. Mais non, le médecin du travail, il a une situation contractuellement, il est ce qu'on appelle un salarié protégé. Donc, il est indépendant et il peut rien lui arriver de donner un avis qui est objectif et qui ne plairait pas forcément. Donc en fait, il y a cette indépendance professionnelle qui est importante et en parallèle, il y a le fait qu'il est un médecin et que comme tout médecin, en fait, il a le secret médical. Donc ça, c'est quelque chose qui ne déroge pas à la règle. Et comme pour tout médecin, quand on parle de secret médical, enfin, je pense que c'est pareil pour toi, mais on rigole pas avec le sujet. Et c'est un sujet très sérieux qui peut engendrer 1 an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende. On rigole pas avec ce sujet. Et finalement, de respecter ce sujet-là, c'est dans l'intérêt vraiment de tout le monde. Parce que quand l'employeur est au courant de choses qu'il ne maîtrise pas forcément, ça va être préjudiciable souvent pour la personne. Ce qu'il va faire avec ce qu'il sait, il n'a pas forcément toutes les billes pour comprendre les tenants et les aboutissants. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Et puis, donc en tout cas, évidemment, pour répondre à ta question, le médecin du travail est soumis au secret médical. Tout ce qui se dit dans la consultation, ça reste entre le salarié et le médecin du travail, il n'y a rien qui en ressort. Et les seules choses qui en ressortent, c'est la fiche avec laquelle peut ressortir le salarié. Donc par exemple, quand il y a un aménagement de poste, là c'est forcément une communication entre le médecin du travail et l'employeur, et ça contient que des faits. Ça va être très fonctionnel. La personne ne peut pas faire ça, il faudrait faire ça, mais absolument rien de médical. Et les propositions qu'on fait et qui figurent sur cette fiche, elles respectent absolument le secret médical. Si ça peut limiter les peurs que certaines personnes ont d'aller vous voir, c'est vrai que c'est super important de préciser que vous êtes soumis au secret médical, exactement comme un spécialiste, comme un médecin généraliste ou quelqu'un que vous voyez à l'hôpital. Écoute, ça fait un peu plus d'1h20 maintenant qu'on est ensemble. Est-ce que tu as des sujets que tu souhaitais aborder en plus? Alors des sujets, non, pas de sujet principal. Par contre, en fait, je trouve que c'est important de faire passer le message que là, donc on a discuté de plein de choses intéressantes et on voit qu'en fait, la prévention ne dépend pas que de l'individu. En fait, il y a l'employeur qui a une grande responsabilité par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est lui qui a accès aux plus grands leviers. Les vrais leviers au niveau de l'organisation, de ce qu'il peut mettre en place, dans l'organisation du travail, dans la prévention des risques, et qu'il y a des choses qui peuvent se faire au niveau individuel, et on en a parlé. Et en fait, les deux sont importantes, en sachant que par contre, ce qu'on peut faire au niveau individuel n'est pas forcément suffisant, et qu'il faut vraiment à chaque fois avoir l'approche globale et l'approche au niveau de la genèse des risques, et après ce que peut faire le travailleur pour mieux tolérer. J'aime bien conclure par une petite liste. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais ça permet un peu de structurer tout ce qu'on a pu dire. Est-ce que tu pourrais nous donner 5 clés, même si je sais que c'est pas forcément très spécifique, qu'on pourrait donner à quelqu'un qui souhaite améliorer un petit peu sa santé au travail? Alors ouais, du coup, donc j'en parlais un petit peu avant. Les gens n'ont pas ça ne dépend pas que d'eux, mais ce qu'on peut faire, en tout cas si je devais retenir 5 choses, la première, ça on en a parlé, pour moi il y a 3 piliers, et en fait en vrai il y en a plus, hein. Mais les 3 piliers qui ont des conséquences sur le travail et sur lesquels le travail peut avoir a souvent beaucoup d'impact, je trouve que c'est le sommeil, l'alimentation et l'activité physique. Ça, c'est 3 choses, en tout cas, que les individus peuvent faire, et en fait, en tout cas, les 3 choses dont il faut se méfier et qui peuvent avoir quand même un impact significatif sur la santé et du coup indirectement sur la santé au travail. Et après, il y a d'autres choses. C'est pas du tout quelque chose d'exhaustif, mais c'est en tout cas moi 3 piliers que je repère et sur lesquels je passe un petit peu plus de temps qu'au tout début de ma carrière parce que je les trouve en fait vraiment importants. Et d'ailleurs, quand on regarde sur les réseaux sociaux, et en fait, on s'aperçoit que quelle que soit la spécialité, on passe de plus en plus de temps sur les piliers de la prévention. Parce qu'on se rend compte que c'est ce qu'il y a de plus efficace en fait. Je ne sais pas si tu es d'accord avec toi, mais en cardiologie, on communique de plus en plus sur finalement faire en sorte que les choses n'arrivent pas pour qu'il n'y ait pas à les soigner, même si on soigne correctement. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose de très important. Mais même si ça semble pas forcément évident par rapport au métier qui est le mien, j'y passe quand même de plus en plus de temps. Deuxième point, l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important et on a très vite fait de dévier par rapport à ça. Donc en fait, c'est de faire attention à faire des pauses régulièrement, de surveiller son amplitude horaire. Voilà, donc en tout cas, pour pas aller dans un extrême, c'est important de rester un petit peu équilibré par rapport à son organisation personnelle.
il y a des activités qu'on peut avoir, des centres d'intérêt qu'on peut avoir qui peuvent sembler pas essentiels, et en fait, sachez-le que c'est vraiment essentiel et qu'il faut pas forcément les laisser tomber. Donc voilà, c'est des activités importantes dans l'équilibre. Des fois, en fait, il peut y avoir des coups durs au travail, il peut y avoir des périodes où c'est beaucoup plus difficile. Et si on n'a rien d'autre pour compenser et pour rester équilibré entre guillemets, bah, c'est là que les situations aussi peuvent, voilà, c'est des choses qui peuvent être protectrices par rapport à des difficultés professionnelles. Donc ça me semble important. Et du coup, j'en parlais un petit peu, ouais, savoir poser ses limites au niveau des amplitudes horaires. Un autre conseil que je peux donner, ne pas accepter d'être dans une situation où on ne respecte pas ses valeurs. En fait, parce que ça, c'est pareil dans la genèse du burn-out. En fait, il peut y avoir des conflits de valeurs. Donc ça, c'est important d'essayer de trouver une solution quand on est dans cette situation-là. Et il y a quand même pas mal de gens qui peuvent l'être. Donc voilà, en tout cas, ne pas rester inactif et ne pas subir une situation qui est contre ses valeurs personnelles. L'autre point que je pourrais aborder, et ça pour le coup, c'est un apprentissage. Je pense qu'il y a des gens qui savent le faire un peu naturellement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça va être d'apprendre d'être à l'écoute de ces signaux internes. C'est d'apprendre à identifier des émotions. Et ça, enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est quand même pour la plupart des gens un apprentissage. Et c'est quelque chose, en tout cas, qui vient aussi avec une maturité. Et en fait, grâce à ces signaux et en fait ces choses qui sont des petits drapeaux d'alerte, ça permet d'agir et de réagir avant qu'il soit trop tard. Donc voilà, ça je trouve que c'est une notion qui peut être intéressante en fait d'apprendre, comprendre ce qui se passe intérieurement et de comprendre ses émotions. Et le dernier point, donc là c'est l'étape d'après, donc une fois on identifie ces signaux internes, c'est d'oser en parler autour. Il y a beaucoup de gens qui gardent leurs émotions pour eux, qui se livrent pas. Et ça, pour le coup, c'est pareil. Sur du très long terme, ça peut se payer. Donc, c'est important de garder un environnement autour de soi et de pouvoir se confier à sa famille, ses amis, ses collègues, pourquoi pas sa hiérarchie. Tout dépend des relations qu'on a. Et en tout cas, c'est important d'oser parler des difficultés autour de soi. Et on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure avec oser dire au médecin du travail ce qui ne va pas. Et ça, c'est vrai pour tout. Il y a pas du tout de honte à se livrer sur des émotions, de pleurer, de dire qu'il y a quelque chose qu'on vit mal. Voilà, c'est quelque chose qui est important en fait. Voilà, voilà ce que je peux dire. C'est le genre de point sur lequel il faut vraiment insister, hein, c'est que ça arrive à tout le monde, hein. J'ai pu voir des cadres de 50 ans craquer en pleine consultation, comme des jeunes Ouais, femmes de 30 ans. Voilà, toute personne n'est épargnée forcément par aussi la difficulté présente au travail, et c'est très important d'en parler. Puis moi, le point final que je dirais, c'est voilà, n'hésitez pas à contacter votre médecin du travail si vous avez n'importe quelle question, n'importe quelle remarque, interrogation, inquiétude. Voilà, vous êtes là pour ça. exactement. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Vous avez maintenant des outils pour prendre soin de votre santé au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Nous on se retrouve dans 2 semaines. Ciao.